Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Eh bien, portons notre regard, Olivier, d'abord sur ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que les attaques revendiquées par les Houthis en mer Rouge, entre autres, de un, font grimper le prix du baril de pétrole, et on est très loin d'assister à une désescalade. Ouais, les Houthis, j'aimerais juste rappeler, c'est qui ça, les Houthis? C'est une organisation politico-militaire chiite zédite implantée au Yémen, qui sont alliés à l'Iran. Ça, faut le répéter. En fait, cette semaine, ils ont fait l'attaque de 2 pétroliers saoudiens. Leur première raison, c'est en raison du blocus contre les navires saoudiens. Toutefois, on apprend que c'était prévu quand même depuis longtemps, que c'est un geste stratégique avec Téhéran, l'Iran, et c'est au détroit de Bab el-Mandeb. Ça, c'est le détroit un peu plus au sud-ouest, donc de l'autre côté de la botte, on pourrait dire, sur la carte. Et en fait, dans ce coin-là, c'est quand même 4 à 6 millions de barils de pétrole qui passent à tous les jours. Donc, quand on dit un geste stratégique, ce l'est réellement. Et là, le prix de l'essence ici, frôle toujours les 2 $, mais le baril de Brent a dépassé la barre psychologique des 100 $ hier. Là, toutefois, c'est stabilisé aujourd'hui, mais on peut quand même prévoir une montée de l'essence prochainement, ou du moins pas de diminution. Et là, Trump menace de faire une attaque massive. Je pense qu'il y en a un peu le ras-le-pompon, mais en fait, depuis un bon bout. Et là, en fait, jamais vu depuis le début du conflit, il l'a répété. Et l'Iran, selon lui, n'est pas prêt pour un cessez-le-feu. On peut l'écouter. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. Bon, pas convaincu qu'il est extremely well, ça résume très très bien ce qui se passe présentement, ce petit crochet au Moyen-Orient qui s'éternise. Maintenant, ce qui marque aussi l'actualité ce matin, Olivier, ça va être un petit peu plus près de chez nous, là, mais c'est Washington qui impose de nouveaux droits de douane à peu près 90 pays. Ça varie là de 10 à 12,5 % et le Canada est touché. Oui, puis faut le mentionner, là, cette surtaxe-là de 10 %, ça c'est en plus des 50 % qu'on a déjà annoncé récemment, oui, et le 50 % est supposé arriver le 19 août prochain. Mais ce 10 % vient remplacer qu'il y a un autre 10 % qui était déjà en vigueur depuis février. Et selon les experts, on risque pas nécessairement de voir de différence par rapport à ce 10 %-là. Chose dite, c'est encore une fois, un autre tarif, un autre pourcentage imposé face au Canada. Et là, hier, vous le savez, c'était le jour 3 de la rencontre des premiers ministres à Charlottetown. Mark Carney s'est pointé le bout du nez, a parlé directement aux médias et aux premiers ministres des différentes provinces et territoires. Et il est pas du tout prêt, en fait, à y aller avec des représailles. On peut l'écouter. Le Canada va faire tout ce qui serait nécessaire, mais ça dépend des résultats des négociations avec les États-Unis. Donc, il veut pas nécessairement y aller de représailles tout de suite, mais on pense quand même à tout ce qui est possible de faire afin que le Canada puisse se sortir de ces 50 % imposés le 19 août prochain et de ce 10 % supplémentaire-là. Mais là, la question se pose, c'est quoi les leviers que Mark Carney va disposer pour pouvoir négocier avec un peu de panache? On peut l'écouter. La première partie, c'est ce que nous contrôlons. Il faut mettre l'emphase sur cela. Deuxième partie, c'est partie de négociation et les conséquences de négociation qui ne fonctionnent pas. C'était pas trop clair ce qu'il mentionne, mais quand il dit première partie, ce qu'on peut contrôler, là, on parle ici de la diversification des partenaires commerciaux. Okay. On l'essaie depuis déjà un bon petit bout. La possibilité de représailles, il faut l'évaluer si les négociations sont un échec. Donc ça, il va falloir bondir par rapport à ça. Et aussi la diminution de la collaboration entre les deux pays, qui va quand même être une chose si, encore une fois, les négociations ne suivent pas le bon qui pourrait arriver. Et de son côté, Fréchette, prône toujours la transparence et l'a encore répété. Une autre fois, on l'écoute. D'une part, je demande à ce que les provinces aient accès à un plan de négociation, au plan de négociation du fédéral, un plan clair. Vous savez, les décisions qui vont être prises par le gouvernement canadien vont avoir des impacts importants sur notre économie. Alors, je demande à ce que le Québec soit pleinement informé et associé à la stratégie canadienne. Et on se rappelle que Doug Ford, son discours, c'était pas nécessairement le même que Mark Carney ni de Christine Fréchette, donc on l'a pas vraiment entendu hier, mais de toute évidence, ça suit pas ce qu'il pensait, c'est-à-dire y aller avec force et se défendre un peu œil pour œil, dent pour dent. Prenons le temps de décortiquer tout ça. D'abord, je peux comprendre la stratégie
de notre premier ministre PDG, Mark Carney, de jouer la carte de la prudence et de la patience avec les États-Unis. Parce que là, le fameux 50% de tarif, là, c'est pas tout de suite qu'il est appliqué. Hein? C'est dans 30 jours. Ben, un peu moins maintenant, mais c'est dans 30 jours. Alors, tu sais, c'est comme au poker. Là. Montrer nos cartes tout de suite, ça aurait été un peu illogique. Carney a laissé le jeu ouvert en disant il n'y a rien qui est exclu. À court terme, je pense que c'était la bonne chose à faire. Maintenant, ce que j'ai pas aimé voir, moi, cette semaine, c'est l'espèce de petite entente sur le côté en ce qui concerne le pont Gordie Howe. Puis aujourd'hui, c'est une journée importante, là. C'est l'inauguration du pont Gordie Howe, ce pont qui relie le Michigan, l'Ontario, qui a été construit quand même au coût de 6,4 milliards de dollars. Et ce sont les Canadiens qui ont payé pour ce pont-là. Ce sont pas les Américains. Or, Trump était mécontent de la situation. Pourquoi? Ben parce que juste à côté, il y a un pont qui appartient à une famille proche du président. Fait que là, ça faisait comme une concurrence, là. Alors, Trump a renégocié une entente avec Mark Carney. Si bien que les Américains auront droit à 50% des recettes nettes des péages sur ce pont-là pendant les 15 premières années. Initialement, c'était pas ça du tout qui était prévu. On devait rembourser la dette causée par la construction de ce pont-là de 6,4 milliards, puis après ça, on parlera de partage de revenus. Alors moi, je constate encore un recul de Mark Carney là-dessus. Mais est-ce qu'on en a vraiment pour notre argent à chaque fois que le PM Carney recule? Ben non. Parce que regarde, il a reculé sur le pont, il n'y a rien qui a changé. Il a reculé sur la taxe sur les géants du numérique, il n'y a rien qui a changé. L'intimidateur de la cour d'école, le bon Donald, continue ces grands manèges, ces grands sparages. Maintenant, les fameux tarifs là, qui viennent remplacer ceux qui n'étaient plus effectifs, on comprend là que... Mais là, vous savez que c'est sous de nouveaux prétextes. C'est l'incapacité, donc, des pays visés, incluant le Canada, à encadrer l'importation de biens issus du travail forcé. Alors, ça, c'est la nouvelle raison qui est évoquée par les États-Unis. Réaction de Dominique Leblanc, qui est ministre fédéral responsable du commerce. Lui n'est pas surpris, affirme que le Canada possède un des régimes les plus solides au monde contre le travail forcé et promet la poursuite des discussions avec les Américains dans les prochaines semaines. Alors, on vient un peu décrédibiliser la raison. Ben, on ouvre la porte quand même à la suite des négociations. Tu me parlais de Christine Fréchette. Vous savez que Mme Fréchette franchit un cap important, là. Les fameux 100 jours de Mme Fréchette comme première ministre du Québec. Et c'est une bonne occasion, je pense, ce matin aussi, pour regarder un peu le chemin parcouru. C'est-à-dire que Mme Fréchette, à mon avis, a réussi quand même à se positionner vraiment dans son rôle de première ministre. Elle a réussi à établir son leadership également. On l'a souvent qualifiée de première ministre hyperactive. Bon, il y en a qui l'avaient qualifiée de beige pendant la course à la chefferie. Moi, j'aime mieux parler de première ministre hyperactive dans son cas, depuis sa nomination. C'est une annonce après l'autre, là. T'sais, ça a même été tourné un peu en dérision de la part de certains partis d'opposition. C'est Duhem, à un moment donné, qui disait « Ne soyez pas dupes, là, laissez-vous pas acheter finalement par toutes ces annonces-là. » Et elle aura réussi aussi à faire du nœud avec du vieux, en quelque sorte. Elle qui a revampé la marque caquiste, un nouveau logo. On l'entend de moins en moins dire la CAQ ou la Coalition Avenir Québec. On parle souvent de la coalition. De nouvelles candidatures qui ont été annoncées. Je pense que de toutes les formations politiques récemment, c'est la coalition qui a réussi à tirer davantage son épingle du jeu. Beaucoup de candidatures féminines. Ça, faut le noter aussi, là. Je pense que sous le leadership de Mme Fréchette, il y a une priorité des candidatures de qualité qui sont annoncées. Il faut aussi revenir sur certains moments plus difficiles. Entre autres, vague de départ. On comprend que là, on a essayé de nous spinner. Ah, vous savez, M. Dubé, c'est un changement de garde. Oui, je veux bien. Mais tu sais, je veux dire, t'as des gros canons qui sont partis. M. Bonnardel, t'as M. Boulay, bien sûr. Le ministre Mathieu Lacombe également, qui était apprécié
de tout le milieu culturel. Et ça a été, à un moment donné, 2 semaines très difficiles où c'était des annonces coup sur coup. Puis là, nous autres, on regardait ça, puis là, on se disait, OK, ça va être qui aujourd'hui qui va s'en aller? Des réponses aussi en commission, parfois de Mme Fréchette, très évasives. Là. Souvenez-vous de son échange avec André Fortin, qui est un habile parlementaire chez les libéraux. Et là, il picossait, là. Il a picossé sur la dette nette du Québec, et puis là, Mme Fréchette avait mal paru de ce côté-là. Mais le véritable test, là, ça va être dans à peu près une semaine. Au retour des vacances de la construction, là, lorsqu'on aura un peu plus la tête à la politique, là, c'est là, que là, les choses à vitesse grand V devront s'accélérer. C'est vrai pour tout le monde, c'est vrai pour la CAQ, c'est vrai pour les autres formations politiques. Mais c'est sûr que ce qu'on a reproché, entre autres, à la CAQ, c'est l'inaction dans les régions. Les régions se sont senties abandonnées, et dans tout ce qu'elle a promis dans les dernières semaines, quand on regardait ça, puis c'est le journal qui avait fait une espèce de maquette, il y avait une affaire promise dans chaque région du Québec. Là. Il y avait quelque chose, des annonces par-dessus annonces. Fait que ça aussi, ça a été pointé du doigt. Tu disais, l'électorat, tu sais, ça paraît que la campagne électorale s'en vient. À suivre. En même temps, si ça faisait rien, on lui reprocherait de rien faire. Je suis comme partagée par rapport à elle. Mais tu sais, Isabelle et moi, on vient des régions du Québec. Toi, t'es plus urbain? Rive-Sud. Ouais, c'est ça. Le Grand Montréal. Ils sont pas trop loin. Le Big Montreal. Le Grand Montreal. Mais c'est vrai que ça a été un reproche qui a été fait à la CAQ, ça. Les régions, puis écoute, moi, de l'Abitibi-Témiscamingue se sont pas sentis abandonnés par Legault puis sa gang, tu sais, au fil des ans. C'est quand même assez impressionnant. C'est une histoire, Olivier, qui est en une du journal ce matin. Des entrepreneurs exaspérés par la lenteur de la police qui, essentiellement, ont fait l'enquête eux-mêmes pour retrouver leurs biens. Et ça a mené à le démantèlement d'un important réseau de vol de remorques, d'ailleurs. Ouais, petit contexte, là, l'aluminium là, est devenu réellement de l'or gris. Là. Dans cet exemple-là, on parle une seule remorque remplie de lingots d'aluminium vaut environ 200 000 $. Là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'une remorque remplie d'aluminium? Pour vous donner une idée, une tonne d'aluminium, donc 2200 livres, ça représente à peu près 4500 $ canadiens, ce qui est assez considérable. Et de l'aluminium, on en trouve partout. Hein, c'est le cas de le dire. Et en fait, ce qui s'est passé, le coup de génie ou de folie, on pourrait dire, de ces transporteurs-là, c'est que face à la lenteur des enquêtes policières, puis on voit la vidéo présentement à l'écran pendant que je parle, des entreprises normalement concurrentes se sont alliées et ont partagé leurs informations. Elles ont utilisé un hélicoptère pour survoler des terrains suspects. Du haut des airs, ils ont repéré leur véhicule volé sur un terrain vague du chemin de Touraine à Sainte-Julie. L'intervention, les deux cousins en question, Luc et Maxime Leblanc, se sont rendus directement sur place pour récupérer leur camion volé, comme on l'a vu à l'écran un mois plus tôt, filmant toute la scène avant d'appeler les policiers. Puis le bilan de ça, en fait, les policiers de la régie Richelieu-Saint-Laurent sont ensuite intervenus et ont découvert une véritable caverne d'Alibaba, rien de moins, des remorques, des lingots d'aluminium, des bateaux, des VTT et même des conteneurs volés dans d'autres provinces, oui. Donc, un réseau qui est démantelé grâce à ces deux messieurs. Mais c'est quand même assez révélateur que ce soit ces entrepreneurs-là qui aient été obligés de prendre les grands moyens. Là. Tu nous as fait le descriptif de tout ça, notamment même un hélicoptère pour repérer visuellement sur le terrain. C'est un peu intense. Non, mais ça en dit long sur le degré d'exaspération des entrepreneurs aussi de se faire voler à tour de bras, puis ça en dit long peut-être aussi sur le manque de ressources policières et ou d'énergie octroyée sur le genre de vol. Là. On se souviendra, tu sais, au plus fort des vols de véhicules au port de Montréal, ça c'est un autre enjeu, mais souvent les gens disaient je le sais, il est où mon truck? Et là? Il est au port. Ah ouais, mais là, on peut pas aller le chercher. Puis là, c'est compliqué. Puis là, après ça, c'est pas nous qui avons juridiction au port. Puis là, ça taponnait. Puis après ça, première affaire que tu voyais, ton GMC Yukon, il était rendu en Arabie. C'est sûr que c'est pour ça qu'il y en a autant. Voilà. Scène culturelle, Isabelle, on apprend qu'il y aura un registre de condoléances pour le grand Marc Messier qui nous a quittés cet été. Ça avait été annoncé dans les dernières semaines, mais là, au moins, on peut le faire maintenant. Okay. On peut aller en ligne. Pas évident à trouver, là. Vous devez prendre un article de nouvelles qui a parlé de ça puis cliquer sur un lien. C'est pas, je trouve, user-friendly, comme on dit en bon québécois. C'est un registre, de condoléances pour s'exprimer sur son décès parce qu'il n'aura pas de funérailles ou d'hommage national. Celui qui nous a quittés le 7 juillet à 78 ans. La famille qui voulait
vivre ça en toute intimité. Puis ils ont choisi de remettre l'argent pour ceux qui veulent faire un don à la Fondation des Canadiens pour l'enfance, pour les dons in memoriam. Donc l'activité physique, adopter de saines habitudes de vie pour les jeunes qui vivent en milieu défavorisé, c'était une mission pour lui, c'était important pour lui. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi cette cause-là. Il y aura le drapeau en berne aussi demain, de l'aube au crépuscule, là, donc toute la journée 25 juillet. Je trouve que c'est une belle initiative, mais je trouve qu'on devrait peut-être se servir de ce départ-là pour fixer des règles claires quant aux hommages et aux funérailles nationales, parce que c'est très arbitraire. On sait jamais sur quel pied danser, puis c'est comme si parfois, parce qu'on honore quelqu'un puis pas l'autre, c'est comme si l'autre valait moins. C'est un bon point que tu soulignes, puis... tu sais, des fois, ça peut être le souhait de la famille de faire ça de manière un peu plus discrète. Mais je me suis posé la même question, même quand Michel Côté est décédé ou quand d'autres, tu sais, qui décident de quoi? Oliver Jones hier. Oui, non, c'est ça, tu sais. Alors, oui, moi aussi, je serais en faveur là, de barèmes un peu plus clairs. Puis après ça, en fonction des critères, qu'on l'offre à la famille. Puis si la famille dit, nous, on préfère faire ça entre nous, tu sais, il faut respecter ça, c'est correct aussi. Tu sais, Marc Messier était quand même quelqu'un d'assez discret aussi dans sa vie personnelle. Et en terminant, Olivier, quelques manchettes de soccer. Oui, soccer, les Roses de Montréal ont remporté hier. Je crois qu'on n'en parle pas assez, selon moi, là, mais ils n'ont pas remporté, ont perdu, mais il faut en parler des Roses, oui. Ont perdu 2-0, une première demi qui était très serrée hier contre Toronto. Toutefois, en deuxième demi, on parle de 2 buts consécutifs de l'équipe de Toronto. Et pour les gens qui s'en vont au stade Saputo demain, je tiens à rappeler, Lionel Messi ne sera pas de l'Inter Miami demain. Prend du repos en Argentine et son père a des problèmes de santé. Présentement, c'est Yorgi, son père, qui est présentement au lit. Il est pardonné.